13 septembre 1946, Tchécoslovaquie. Devant le château de Trecht, une femme de 23 ans s'effondre dans la poussière. Elle s'appelle Herta Kasparova. Elle ne marche plus, ses jambes ont lâché. Deux gardes la traînent de force vers un simple poteau de bois dressé vers le ciel. L'air est saturé d'une odeur de peur et de terre sèche. Herta hurle, un cri animal continu qui se brise contre les murs de pierre. Face au gibet, son corps refuse d'obéir. Elle devient une masse inerte. Les gardes doivent la soulever comme un sac de grains pour la maintenir debout. L'humiliation est totale. Sous les yeux de la foule, l'urine coule le long de ses jambes et stagne dans la poussière. La dignité a quitté les lieux bien avant le bourreau. Le dispositif est rudimentaire. Un poteau vertical, une corde courte. Ce n'est pas une potence classique. C'est le pole hanging, une méthode réservée aux traîtres les plus détestés de l'histoire du pays. Ici, on ne cherche pas la rupture nette des cervicales. On cherche l'agonie. Le contraste est glaçant. 15 mois plus tôt, cette même femme déambulait dans ces rues avec le calme d'une reine. D'un simple claquement de doigts, elle désignait ses voisins au peloton de la SS. Un geste de la main et la mort frappait à la porte d'en face. Aujourd'hui, le silence de la foule est plus lourd que ses cris. 21 juin 1923. Ce poteau à Trecht n'est pas un instrument de mort rapide, c'est une machine à souffrance. La mécanique est précise, cruelle. Un poteau de bois, une boucle de corde, pas de chute de 3 mètres pour briser les cervicales instantanément. Ici, on pratique le pole hanging. Le bourreau retire le support, le corps descend lentement. Le poids de la condamnée serre le nœud, centimètre par centimètre. L'air s'arrête, le sang cogne. L'agonie dure entre 10 et 20 minutes. Herta Kasparova sort du bâtiment. Elle porte une robe simple. Ses mains sont liées dans son dos. Ses yeux rencontrent le poteau. Ses jambes se dérobent. Elle s'effondre. Le gravier griffe ses genoux. Des cris inhumains déchirent l'air du matin. La terreur pure. Les gardes la saisissent sous les aisselles. Ils traînent ce corps inerte vers le site de l'exécution. Elle tremble. Elle pleure. Elle supplie des voisins qu'elle a jadis condamnés. Le contraste est total. 15 mois plus tôt, elle pointait un doigt calme vers les hommes à abattre. Aujourd'hui, l'arrogance de la complice du Reich a fondu. Il ne reste qu'une jeune femme de 23 ans. Elle réalise, trop tard. Un prêtre catholique s'approche dans le fracas des sanglots. Il murmure des paroles sacrées. Herta incline la tête, cherche un souffle, une seconde de paix. Elle accepte sa dernière bénédiction. Le prêtre offrait un dernier réconfort, mais les centaines d'habitants de Trecht exigeaient un spectacle. La haine locale ne se satisfaisait plus de mots. Elle réclamait une mise en scène. 13 septembre 1946. L'après-midi est lourd. Près du château, la foule s'agglutine. Ce n'est pas une exécution discrète entre les murs d'une prison, c'est un théâtre de plein air. Les anciens voisins sont là, les familles des fusillés aussi. Tout le monde veut voir. Pourquoi construire un dispositif spécifique pour une seule femme de 23 ans? La réponse réside dans la douleur qu'elle a infligée à sa propre ville. Le dispositif attend. Un poteau de bois massif se dresse vers le ciel. Il mesure 3 mètres de haut. Sa largeur atteint 60 cm. Une épaisseur de 5 cm. Il a été fabriqué spécialement pour elle, pour que chaque personne, même au dernier rang, puisse observer son agonie. Tout en haut, un détail mécanique achève l'ouvrage. Un simple crochet métallique. Avant que la corde ne se serre en septembre 1946, le tribunal prononce son verdict. La Tchécoslovaquie lance les procès contre les collaborateurs. Ce n'est pas une parodie de justice. Les juges suivent la procédure. Les témoins défilent à la barre. Les preuves s'accumulent sur les bureaux. Herta s'assoit sur le banc des accusés. Elle a le droit de parler. Le silence envahit la salle. Elle prend la parole. Elle ne tremble pas. Elle ne cherche pas d'excuses. Vengeance. Le mot claque dans l'air froid du tribunal. Herta l'avoue ouvertement. Elle a causé la mort de plusieurs personnes. Par pur ressentiment. Elle n'a pas obéi aux ordres. Elle n'a pas agi sous la contrainte. Elle n'a pas tenté de survivre. Pourquoi a-t-elle tué? Elle voulait se venger des moqueries de son enfance. Elle voulait punir ceux qui avaient fouillé la maison de ses parents. Chaque petite offense sociale devenait une cible. Les juges écoutent les survivants du massacre du 7 mai. Les greffiers notent les détails. Herta travaillait pour la Gestapo. Elle traduisait, elle dénonçait, elle livrait ses voisins au bourreau. Crime contre l'humanité. Le terme est tombé à Nuremberg 1 an plus tôt. Ici, il s'applique à une femme de 23 ans.
La culpabilité est totale, les preuves sont écrasantes. Le juge se lève, il annonce la condamnation à mort par pendaison. Pour la juger à Trest, la police a dû la traquer dans un autre pays. Les autorités tchèques ouvrent l'enquête dès la fin des hostilités. Les témoins parlent, les dossiers s'accumulent. 1946, la traque prend fin en Autriche. La police l'arrête dans sa fuite. Elle est ramenée de force à Cheb. Un retour brutal sur les lieux du crime. 33 hommes ont péri par son doigt pointé. Derrière ces 33 noms, des dizaines de familles brisées et des orphelins qui exigent sa tête. Le mécanisme du châtiment est enclenché. L'été 1946 marque le début du procès. Herta fait face à son passé dans une ville qui n'a rien oublié. La justice ne sera pas militaire, mais populaire. Elle comparaît devant un tribunal spécial, une juridiction d'exception créée pour liquider l'héritage de l'occupation. La sentence porte un nom, le tribunal du peuple. Elle a quitté Trest en mai 1945, mais sa fuite avait commencé bien avant son arrestation. Dans les rues de la ville, le sang n'avait pas encore séché. Herta, elle, ne ressentait aucune horreur. Les témoins décriront un visage serein, satisfait. Elle avait réglé ses comptes. Les voisins qui se moquaient de son infirmité, morts. Ceux qui avaient pillé la maison de ses parents, morts aussi. Pour elle, ce n'était pas un massacre. C'était une balance qui s'équilibrait enfin. Elle pensait que l'uniforme noir des SS la rendrait intouchable. Elle croyait encore à la victoire finale du Reich. Le réveil fut brutal. Quelques heures plus tard, les troupes soviétiques entrent dans Trest. Les unités allemandes décrochent en hâte. Le 8 mai 1945, l'Allemagne signe sa capitulation sans condition. La protection s'évapore. Herta comprend qu'elle est seule. Les regards des survivants pèsent sur elle. Ils ont tout vu. Le doigt pointé vers les otages. Les années de collaboration avec la Gestapo à Jihlava et Zlín. Ils connaissent chaque nom sur sa liste noire. Rester, c'est mourir. Herta s'enfuit vers l'Autriche. Sur les routes, c'est le chaos total. Des colonnes de réfugiés hagards croisent des criminels de guerre en lambeaux. Elle se fond dans la masse des personnes déplacées qui inondent l'Europe centrale. Elle veut devenir une ombre. Personne. Une simple femme sans passé. Mais dans une petite ville, l'oubli n'existe pas. Les survivants parlent. Les dépositions s'accumulent sur les bureaux des nouvelles autorités tchèques. Une enquête officielle est ouverte. Elle a fui vers l'Autriche parce qu'elle laissait derrière elle 33 cadavres sur la place de Trest. Ce n'était pas un calcul militaire, c'était une vengeance sociale. Qui étaient ces ennemis du Reich? Un coiffeur, un cheminot et 2 jeunes hommes qui riaient autrefois d'une petite fille boiteuse. La scène se fige sur la place du village. Herta lève le bras. Elle pointe du doigt 33 voisins. 33 hommes qui, quelques heures plus tôt, croyaient encore à la libération. Les soldats de la SS ne perdent pas de temps avec les tribunaux. Ils ignorent la Convention de Genève. Les victimes s'alignent. Les soldats ordonnent de relever les chemises. Le canon des fusils vise directement le cœur. Les détonations s'enchaînent. Les corps s'effondrent sur les pavés. Le sang chaud coule entre les pierres. Il s'imbibe dans la terre de la cour. Parmi les morts, 2 visages sortent du lot. Herta les connaissait bien. À l'école primaire, il se moquait de son infirmité. Il l'insultait parce qu'elle boitait. 20 ans ont passé. La gamine humiliée est devenue le juge suprême. Ces hommes n'étaient pas des résistants. Ils n'étaient pas des insurgés dangereux. Leur crime, une moquerie d'enfant gravée dans une mémoire rancunière. Herta n'a jamais pardonné. Elle a attendu son heure. Elle a transformé une vieille blessure en arrêt de mort massif. Le soleil de mai brille sur les corps qui refroidissent. Aucun remords. Les survivants observent son visage. Herta Kasparova semble satisfaite. Elle vient de régler ses comptes. Les corps entassés sur la place ne sont pas apparus par magie. Tout a commencé par une simple promenade dans une voiture de l'Eichmann. Les soldats de la SS ratissent Trest. Ils raflent tout le monde. Des résistants, oui. Mais surtout des anonymes. Un barbier, un cheminot, un concierge. Leur crime est d'être nés tchèques dans une ville que le Reich veut briser. Herta Kasparova monte dans une décapotable grise. À ses côtés, des officiers en uniforme noir. Le moteur tourne au ralenti. La voiture s'engage sur la place du marché. Des centaines d'hommes attendent, debout, sous la menace des fusils. Herta regarde ses visages. Ce sont ses voisins. Des gens qu'elle croise depuis l'enfance. Le silence est total. Seul le crissement des pneus sur le gravier rompt le calme. Puis, un son sec.
Un claquement de doigts. Elle lève la main. Elle ne parle pas. Elle pointe. Lui, celui-là, et lui aussi. Un geste machinal, presque désinvolte. À chaque mouvement de son index, les soldats arrachent un homme à la foule. On les aligne contre le mur de la mairie. 33 vies pour une seule balade en voiture. Erta Kasparova a désigné exactement 33 personnes. Erta n'a pas seulement appuyé sur la gâchette. Les soldats de Jilava lui ont tendu l'arme. 7 mai 1945. Le Troisième Reich agonise, mais il frappe encore. Les unités de la SS lancent une contre-offensive depuis Jilava. C'est l'une des dernières opérations organisées en Europe. Des véhicules blindés et des camions militaires entrent dans Trecht. La ville tremble sous le poids de l'acier. Les SS reprennent le contrôle. Ils sont furieux. L'insurrection tchèque les a humiliés. Des civils ont osé fêter leur défaite. La vengeance doit être totale. Il faut du sang. Mais les soldats ne connaissent personne. Ils ignorent qui a dirigé la résistance ou pillé les maisons allemandes. L'occupant cherche des yeux. Il lui faut un guide local. Quelqu'un qui parle les deux langues. Quelqu'un qui nourrit une rancœur assez profonde pour trahir ses voisins. Il trouve Erta Kasparova. Ils lui donnent un pouvoir absolu. Les soldats SS commencent à rassembler les hommes tchèques sur la place. L'épuration commence. Les SS ont repris la ville le 7 mai, mais la mèche de cette bombe a été allumée 2 jours plus tôt. 30 avril, Adolf Hitler se suicide dans son bunker. 5 jours plus tard, le Reich n'est plus qu'un cadavre que se disputent l'Est et l'Ouest. En Bohême, l'espoir change de camp. L'insurrection de Prague éclate et gagne chaque village du protectorat. Trecht se soulève le 5 et le 6 mai. Les drapeaux tchécoslovaques remplacent les bannières à croix gammée. La garnison allemande capitule. La foule libère les prisonniers. Puis, elle cherche des coupables. La colère se déverse sur la maison des Kasparova. Près de la gare, le foyer d'enfance de Erta devient une cible. Les vitres volent en éclats. Les meubles sont réduits en bois de chauffage. Les voisins pillent ce qu'il reste. Pour Erta, ce n'est pas une libération, c'est le naufrage de son monde. 48 heures. C'est le temps qu'aura duré cette liberté illusoire. 48 heures de chaos qui vont coûter la vie à des dizaines d'habitants. Le 7 mai 1945, les unités de la SS entrent dans Trecht. Alors que l'Europe fête la paix, une femme règle ses comptes dans une petite ville tchèque. Trecht compte moins de 5000 habitants. Ici, tout le monde se connaît. On connaît chaque visage, chaque maison et chaque infirmité. Erta Kasparova n'a pas oublié. L'idéologie nazie n'était qu'un décor. Son moteur, la vengeance pure. Elle se souvenait de chaque moquerie d'école, chaque rire sur sa jambe boiteuse, chaque regard de travers des voisins. Elle n'était plus l'infirme du quartier, elle était le bras armé de la terreur. Le contraste est total. Berlin tombe, le Troisième Reich agonise. Mais pour Erta, la guerre ne fait que commencer. Elle cherche des visages familiers dans la foule. Elle voit un ancien camarade de classe, un voisin de palier. Elle murmure un nom d'un ton calme, presque détaché. Son doigt se lève. Elle désigne un homme. Les SS l'emmènent. Le 5 mai 1945, le monde bascule. Adolf Hitler est mort depuis 5 jours. À Trecht, l'heure des comptes a sonné. Erta supervise les exécutions. Les victimes sont pendues à des poteaux télégraphiques, des hommes qu'elle a croisés tous les matins pendant 20 ans. Elle regarde les corps osciller sans un mot. La foule observe en silence. Pour obtenir le droit de condamner ses voisins en 1945, Erta Kasparova forge sa cruauté pendant 3 ans dans les bureaux de la Gestapo. Tout commence en 1940, à Jilava. Elle a 17 ans. Son titre officiel est simple, secrétaire et traductrice pour la police criminelle allemande. La réalité est un sous-sol, une pièce étroite saturée par l'odeur du tabac froid et de la sueur. L'officier frappe, le prisonnier s'effondre et hurle sa douleur en tchèque. Erta ne cille pas, elle attend la fin du cri. Puis, elle traduit la supplique en allemand d'une voix monocorde. Comment une adolescente peut-elle boire son café au milieu des supplices? Elle voulait appartenir au camp des forts. La violence des interrogatoires devient son quotidien, un simple processus administratif. Elle voit les côtes brisées et les visages tuméfiés des résistants. Elle n'éprouve aucune pitié. Elle observe la mécanique de la terreur. Elle l'apprend. Elle excelle dans ce rôle d'intermédiaire du sang. En septembre 1942, ses chefs récompensent son zèle. Erta obtient une promotion. Elle quitte Jilava pour Zlín, le centre névralgique de la répression régionale. Zlín est la cité de l'empire de la chaussure Bata.
Les nazis ont saisi les usines pour la production de guerre. Le siège de la Gestapo y traite les dossiers lourds, les réseaux souterrains, les chefs de la résistance. Herta Kasparova rejoint ce nouveau poste de combat. Think. Ces traductions n'alimentaient pas les archives. Elles creusaient des fosses communes. Herta Kasparova devient le rouage central de la terreur en Moravie. Le mécanisme est d'une simplicité macabre. Une dénonciation, une arrestation, un interrogatoire dans les sous-sols de Jihlava ou de Zlín. Elle écoute les cris, puis tape les aveux à la machine. La douleur arrache souvent des mensonges aux suspects. Herta ne cille pas, elle transcrit. 20 vies brisées. C'est l'équivalent de 2 équipes de football complètes. Des hommes et des femmes rayés de la carte par une simple dactylo. Contrairement aux autres collaborateurs, la peur ne dictait pas ses gestes. Elle ne cherchait pas à survivre. Elle cherchait l'efficacité. Chaque dossier bouclé se terminait par un peloton d'exécution ou une déportation sans retour. Les historiens tchèques estiment aujourd'hui son bilan personnel à plus de 33 victimes directes. Ce hachoir à viande ne s'est pas activé en 1942. Tout commence 2 ans plus tôt. Les nazis cherchent des yeux et des oreilles sur place. Reinhard Heydrich arrive à Prague avec un plan chirurgical. Son but ? Effacer la culture tchèque, fermer les universités, exécuter l'élite intellectuelle. La langue allemande doit tout écraser. Mais pour ce génocide culturel, la machine a besoin de rouages locaux. Elle a besoin de collaborateurs. Les Allemands des Sudètes sont les candidats parfaits. Ils représentent près de 23% de la population. Ils parlent 2 langues. Ils connaissent chaque voisin. Surtout, ils nourrissent des rancunes anciennes. Heydrich installe une mécanique de surveillance totale en 1940. Le bilinguisme devient un poignard. Il faut des gens capables de traduire un interrogatoire tout en identifiant un résistant à l'odeur. Herta, avec sa maîtrise parfaite des 2 langues, coche toutes les cases. La haine personnelle rencontre enfin la logistique d'État. Elle commence officiellement son service au sein de la machine d'occupation en 1940. Le chemin vers la Gestapo s'ouvre par un simple trait de plume dans le passeport du père. Une lettre change. Kaspar devient Kasparova, puis cherche une résonance plus germanique. La famille veut les privilèges, sans payer le prix de la trahison. Les voisins voient tout. Le ressentiment monte dans les rues de cette petite ville. Le 15 mars 1939, l'illusion prend fin. Adolf Hitler ne se contente plus des Sudètes. Il dévore le reste de la Tchécoslovaquie. Les bottes allemandes résonnent sur les pavés de Prague. L'État souverain s'effondre en quelques heures. À sa place, les nazis dressent le protectorat de Bohême-Moravie, un État fantoche, un territoire sous bottes. Des drapeaux rouges à croix gammées fleurissent aux fenêtres. L'odeur de la laine mouillée des uniformes envahit les administrations. Pour la minorité allemande, le monde bascule. Parler allemand n'est plus un obstacle, c'est une arme de domination. La minorité devient l'élite, protégée par toute la puissance du Reich. Herta a 16 ans. Elle n'est plus l'infirme que l'on moque. Elle est désormais du côté des maîtres. Cette signature administrative de 1939 sera son arrêt de mort en 1945. Herta ressent pour la première fois le poids d'une autorité absolue. Ses anciens bourreaux baissent les yeux. L'humiliation a un bruit précis. C'est celui d'une chaussure qui traîne sur les pavés. La petite Herta marche vers l'école primaire de Trecht. Chaque pas est un combat contre sa propre jambe. Elle veut s'intégrer. Elle rejoint le Sokol. Cette organisation gymnique prône l'identité tchèque et la force physique. Herta parle couramment la langue locale. Elle a des amis tchèques. Mais pour les autres, elle reste une cible. Les enfants sont des monstres de précision. Les garçons se tordent le corps pour mimer sa démarche boiteuse. Les filles chuchotent. Les rires éclatent dès qu'elle tourne le dos. Herta serre les poings. L'organisation patriotique, que les nazis interdiront d'ailleurs en 1941, ne la protège pas du mépris. Elle est l'étrangère, l'infirme, celle qui ne rentre pas dans le moule. Le foyer n'offre aucun refuge. Les cache-parts ont une réputation de caméléons. Aloïs travaille pour les chemins de fer tchécoslovaques, mais à la maison, on ne parle qu'allemand. Ils se sentent supérieurs. Pourtant, après les accords de Munich en 1938, la peur change de camp. Face au risque d'une expulsion vers le Reich, la famille se découvre soudainement des ancêtres tchèques. Le père modifie l'orthographe du nom. Il tente de s'effacer dans la masse. Mais dans la cour de récréation, Herta reste seule face aux moqueries. Elle ne pardonne rien. La haine s'enracine là, entre 2 insultes et un pas de travers. Elle se retire du monde des autres enfants. Tout a commencé là où tout s'est terminé.
Sur le quai d'une gare, 22 ans avant la potence. 21 juin 1923. Trecht, une petite ville des hauts plateaux de Bohême-Moravie. Le premier cri d'une enfant déchire le silence du bâtiment ferroviaire. Alois Kaspar, le père, est régulateur de trafic, un fonctionnaire des chemins de fer tchécoslovaques. Sa femme accouche dans l'appartement de fonction. Il nomme la petite Herta. Regardez son pied droit, il est tordu, atrocement déformé. La nouveau-née ne marchera jamais comme les autres. Elle traînera cette jambe morte comme un boulet. Une marque biologique, une condamnation dans un monde qui n'admire que la force. La famille est sudette, des Allemands de souche dans une ville tchèque de moins de 3000 habitants. À l'école, on l'observe, on la pointe du doigt. Chez les Kaspar, on s'adapte pour survivre. Le nom de famille change. Parfois Kaspar avec un accent, parfois Kaspar à l'allemande. Un opportunisme de façade. Une flexibilité qui deviendra leur signature. Herta grandit dans l'isolement. Elle écoute le rythme des trains. Elle observe les voisins qui se moquent de sa claudication. La haine fermente sous le vernis de la vie provinciale. Le diagnostic médical tombe comme une sentence définitive. Une malformation congénitale incurable.